Je maîtrise 9 langues, affirma le fils de l'agente d'entretien. Le millionnaire d'origine maghrébine éclata de rire, avant d'être stupéfait. Ah! 9 langues! Le rire gras de Nicolas Durand se propagea dans le somptueux bureau au sommet d'un gratte-ciel du quartier d'affaires de Paris, tel le grondement d'un fauve se moquant de sa proie. La vue panoramique sur la capitale offrait un décor grandiose à cette scène de mépris. Mon garçon, tu parles à peine le français sans faute. Lucas Martin, à peine 14 ans, se tenait immobile au centre de la pièce opulente. Son sac à dos d'un collège public, visiblement usé, créait une dissonance avec le mobilier design et les parquets en bois précieux. Son regard, pourtant, était d'une fermeté inébranlable, démentant la vague de honte qui colorait ses joues. Il subissait le poids du regard condescendant de cet homme qui le jaugeait, le classait et le rejetait en une seule seconde. Près de lui, sa mère, Sandrine Dubois, âgée de 42 ans, agrippait son chariot de nettoyage, les jointures blanchies par la tension. Une angoisse sourde lui serrait la poitrine. Elle comprenait, avec une clarté douloureuse, l'immense bévue qu'elle avait commise en emmenant son fils sur son lieu de travail. Elle l'avait jeté en pâture au lot. Nicolas Durand, un magnate de 48 ans à la tête d'un empire financier évalué à 3,5 milliards d'euros, s'amusait comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Ce gamin, le fils de sa femme de ménage, venait d'avoir l'audace de prétendre parler 9 langues, alors que Nicolas était persuadé qu'il peinait à finir un seul livre. Pour lui, c'était un archétype de la jeunesse des cités de la banlieue parisienne, présomptueux et déconnecté de la réalité. « Lucas, je t'en prie, présente tes excuses à Monsieur Durand », chuchota Sandrine, sa voix empreinte d'années d'humilité forcée et de la terreur de perdre ce travail vital qui lui permettait de subvenir seul aux besoins de ses 2 enfants. Inutile de s'excuser, lança Nicolas, savourant davantage la situation, se délectant de leur gêne palpable. Je suis curieux d'en entendre plus sur ce délire. Raconte-moi, jeune prodige, quelles sont donc ces 9 fameuses langues? Lucas inspira profondément, l'air frais et parfumé du bureau lui semblant soudain irrespirable. À 14 ans, il avait déjà douloureusement compris que le monde jugeait les gens comme sa mère et lui sur des apparences trompeuses. Fils d'agente d'entretien, habitant une cité de banlieue. Autant de stigmates que des hommes comme Nicolas Durand brandissaient pour légitimer leur dédain et asseoir leur domination. Le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'arabe, le mandarin, le russe, l'italien et le portugais, énuméra Lucas d'une voix posée. Chaque terme fut articulé avec une telle précision que le rictus de Nicolas s'effaça un court instant. Un éclair de perplexité, immédiatement chassé par le scepticisme. Affabulateur, trancha Nicolas en regagnant son imposant bureau en marbre, véritable hôtel de son pouvoir. Sandrine, votre fils souffre d'un besoin maladif de reconnaissance. Un suivi psychologique serait plus indiqué que de l'exposer à un environnement comme celui-ci. Sandrine courba l'échine, accablée par le poids si familier de l'humiliation. Cela faisait 5 ans qu'elle astiquait ce bureau, qu'elle subissait les remarques acerbes et se contentait d'un salaire de misère, car elle n'avait pas le choix. Mais voir son fils, son Lucas si intelligent et volontaire, être ainsi tourné en dérision, lui infligeait une blessure bien plus vive que toutes les offenses personnelles. On s'attaquait à ce qu'elle avait de plus cher. « Maman », murmura Lucas en posant une main sur son bras. « Tout va bien. » Nicolas observait la scène avec un sourire cruel, jouissant de ces instants de toute-puissance qui lui permettaient de remettre chacun à sa place dans l'échelle sociale. Il avait érigé son empire non seulement sur son flair commercial, mais aussi sur une cruauté méthodique, écrasant quiconque osait contester son autorité. « Savez-vous à quoi je pense, Sandrine ?» reprit Nicolas en s'adossant à son fauteuil en cuir de luxe à 15 000 €. « Je pense que votre fils envie les enfants de mes directeurs qui étudient dans les meilleures écoles privées, et qu'il s'invente ces histoires pour se sentir exister. » Monsieur, l'interrompit Lucas, sa voix toujours aussi maîtrisée mais teintée d'une noblesse qui décontenança Nicolas. Pratiquez-vous l'arabe? Nicolas plissa les yeux. Son arrogance fut piquée par une pointe de curiosité agacée. Évidemment. C'est ma langue d'origine. Dans ce cas, vous saisirez le sens de cette phrase, Asaafa la tansa à la kika? Le silence qui s'installa fut total, presque tangible. Le temps semblait suspendu. Nicolas dévisageait Lucas, décomposant la phrase en arabe classique, parfaite, qu'il venait de prononcer. Il ne s'agissait pas de quelques mots appris phonétiquement par un touriste. La structure était complexe, la grammaire irréprochable et la prononciation d'une pureté académique.
Sandrine passait son regard de son fils à son patron, sentant une tension nouvelle, un changement radical dans la dynamique, sans pour autant comprendre la teneur des propos de Lucas. « Comment sais-tu ça » demanda Nicolas, sa voix trahissant un trouble authentique, une première depuis bien longtemps. Sa carapace venait de se fissurer. Lucas esquissa son premier sourire depuis son arrivée. Un sourire discret, mais chargé de triomphe. À la bibliothèque municipale, monsieur. Il propose des ateliers de langue gratuits chaque après-midi. Une sensation inédite agita Nicolas. Un mélange de stupéfaction et de ce qui pourrait être une forme de respect. Non, impossible. Ce n'était qu'un adolescent malin qui avait bien retenu sa leçon. N'importe qui peut retenir une phrase par cœur, rétorqua Nicolas, s'efforçant de reprendre l'ascendant, de rebâtir sa forteresse de certitude. Cela ne signifie pas que tu maîtrises la langue. C'est exact, monsieur, concéda Lucas. Voilà pourquoi j'ai amené ceci. Lucas ouvrit son vieux sac à dos et en tira un document qui coupa le souffle de Nicolas. Il s'agissait d'une attestation officielle de compétences linguistiques multiples, émise par la prestigieuse université de la Sorbonne. Les résultats certifiés d'une maîtrise exceptionnelle des 9 langues énumérées par le jeune homme. C'est un faux, bafouilla Nicolas, mais sa voix avait perdu toute son assurance. Elle était devenue hésitante, presque faible. Lucas produisit un autre document. Voici mon attestation du programme de linguistique avancée de la bibliothèque municipale, et celle-ci, du cours de traduction simultanée en ligne que j'ai validé le mois dernier. Nicolas saisit les papiers, les mains légèrement tremblantes. Ils étaient tous authentiques, ornés des cachets et signatures d'institutions reconnues. Ce garçon de 14 ans, le fils de son employé de maison, possédait un bagage académique digne des plus grands diplomates. Comment est-ce possible ? Fut le seul murmure qui franchit ses lèvres. Ce que Nicolas Durand ignorait, c'est que le secret de Lucas Martin allait bien au-delà de sa polyglossie. Et ce secret était sur le point de faire voler en éclats toutes les certitudes de Nicolas sur l'intelligence, la méritocratie et la véritable valeur d'un individu. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la présence de Lucas dans ce bureau n'était pas fortuite. C'était l'aboutissement de mois de préparation méticuleuse, de collecte d'informations, une mise en scène destinée non seulement à bouleverser la perception que Nicolas avait de lui, mais aussi à exposer une vérité sur Nicolas lui-même, une vérité qui allait anéantir l'image qu'il avait de sa propre réussite. Nicolas scruta les certificats pendant de longues minutes, y cherchant frénétiquement le moindre indice de fraude. Mais plus il les examinait, plus son arrogance se muait en une émotion proche de la panique. Les signatures étaient conformes, les sceaux officiels, et les dates révélaient une progression logique sur 3 années d'études intensives. Ça ne démontre rien, grommela Nicolas, se parlant davantage à lui-même qu'à Lucas. Les cours en ligne sont accessibles à tous. Vous avez raison, approuva Lucas avec une sérénité qui accrut le malaise de Nicolas. C'est la raison pour laquelle j'ai amené ceci. Lucas sortit une tablette de son sac et lança une application de visioconférence. L'écran s'illumina sur le visage d'une femme dans un bureau rempli de livres. « Professeur Mercier, dit Lucas dans un mandarin impeccable, pourriez-vous faire part à Monsieur Durand de mes résultats dans votre module de traduction commerciale ?» La professeure répondit dans un mandarin rapide et expert. Nicolas ne comprit rien, mais il perçut la fluidité de l'échange, la complexité des tournures, et la facilité déconcertante avec laquelle Lucas jonglait avec la langue. Monsieur Durand, enchaîna la professeure en français. En 15 ans de carrière, Lucas est le meilleur étudiant que j'ai jamais eu. À 14 ans, il parle le mandarin avec l'aisance d'un Pékinois. Son potentiel est phénoménal. Nicolas interrompit la communication d'un geste sec, la main légèrement tremblante. Sandrine, dit-il d'une voix méconnaissable. Vous étiez au courant ? Sandrine secoua la tête, peinant à croire ce qui se déroulait sous ses yeux. Lucas a toujours été doué, monsieur, mais je n'imaginais pas que, 3 ans, coupa doucement Lucas. J'ai commencé à 11 ans. Maman cumulait 2 emplois pour me payer une école privée, mais elle a perdu le second avec la crise sanitaire. De retour dans le public, je m'ennuyais en cours. J'ai donc décidé de mettre mon temps libre à profit. Un nœud d'amertume se serra dans la gorge de Nicolas. Pendant que ses propres enfants, scolarisés dans les établissements les plus élitistes de Paris, bénéficiaient de professeurs particuliers hors de prix, ce garçon avait acquis une éducation supérieure à tout ce que son argent pouvait offrir, avec pour seule ressource la bibliothèque du quartier et sa propre volonté.
Mais pourquoi les langues? S'enquit Nicolas, une curiosité sincère perçant pour la première fois à travers son armure. Je voulais comprendre le monde, répondit Lucas avec simplicité. Et j'ai compris qu'en parlant la langue des gens, on cesse d'être un étranger à leurs yeux. On devient un être humain. Cette remarque percuta Nicolas avec la violence d'un uppercut. Depuis des années, il se servait de ses origines maghrébines comme d'un prétexte pour maintenir une distance avec ses collaborateurs, prétextant des fossés culturels là où il n'y avait que pure arrogance de sa part. Lucas, reprit Nicolas lentement. Tu n'as que 14 ans. C'est impossible, monsieur, anticipa Lucas avec un sourire. L'impossible, c'est simplement du possible qui n'a pas encore été tenté. Nicolas se tourna vers Sandrine et, pour la première fois en 5 ans, il la vit vraiment. Il vit une mère courage qui avait élevé un prodige dans l'ombre des gratte-ciel, qui s'était sacrifié sans relâche pour ouvrir des portes à son fils. Lucas, dit Nicolas, le ton transformé. Pourquoi être venu aujourd'hui? Ta mère risque sa place. Lucas croisa le regard de Sandrine, qui lui adressa un signe de tête presque imperceptible. Je vous ai entendu téléphoner hier, expliqua Lucas calmement. Vous négociez un contrat en arabe avec des investisseurs. Vous avez commis des erreurs qui auraient pu vous faire perdre des millions. Nicolas blêmit. Quelles erreurs? L'emploi de Mubashir au lieu de Faouri pour signifier l'urgence. La confusion entre Emirat et Émirab pour les échéances. Des nuances subtiles, mais qui altéraient complètement le sens de l'accord. Nicolas s'affaissa sur sa chaise. Il se souvint de la perplexité des investisseurs au bout du fil, qu'il avait mise sur le compte d'une mauvaise liaison. Ces approximations linguistiques avaient failli faire capoter un contrat à 50 millions d'euros. Comment pouvais-tu le savoir? Demanda Nicolas. J'étudie l'arabe des affaires depuis 2 ans, répondit Lucas. C'est ma spécialité. Nicolas contempla Lucas d'un œil neuf. Cet adolescent était un expert en communication d'affaires internationales. Lucas, articula lentement Nicolas, tu as sauvé ma société à mon insu. En réalité, poursuivit Lucas en sortant un autre dossier de son sac, j'ai fait bien plus. Nicolas prit les feuilles. Il s'agissait d'une proposition de restructuration complète des communications internationales du groupe, identifiant avec une précision chirurgicale les lacunes linguistiques responsables de contrats manqués, et proposant des solutions concrètes. Tu as audité ma société, souffla Nicolas. Uniquement les communications publiques, précisa Lucas. Les communiqués, les transcriptions, la documentation en ligne. J'y ai décelé des erreurs récurrentes qui expliquent vos échecs commerciaux. Nicolas lut le document 2 fois. C'était une analyse brillante, méticuleuse, qui représentait potentiellement des centaines de millions d'euros de contrats à récupérer. Pourquoi avoir fait tout ça? Demanda Nicolas, dérouté. Lucas prit une inspiration. Je voulais vous prouver que la valeur d'une personne ne se mesure pas au compte en banque de ses parents, mais à ce qu'elle peut apporter. Nicolas sentit une de ses convictions les plus profondes se fissurer. Il avait toujours cru que le succès était une question d'héritage, l'intelligence un privilège de classe. Ce garçon venait de réduire cette certitude en poussière. Nicolas Durand, dit Lucas, l'interpellant par son nom complet pour la première fois. Une question, si vous permettez? Nicolas acquiesça d'un signe de tête. Si un jeune comme moi peut accomplir cela avec les moyens de la bibliothèque municipale, imaginez ce que d'autres jeunes comme moi pourraient faire s'ils avaient les mêmes opportunités que vos propres enfants? La question flotta dans le silence du bureau, lourde de menaces. Nicolas ignorait que cette démonstration de force n'était qu'un prélude. Car, dissimulé dans ce sac à dos fatigué, un enregistrement allait prouver que ces millions perdus n'étaient pas dus à une simple incompétence linguistique, mais à une faute bien plus grave. Et Lucas s'apprêtait à jouer cette carte maîtresse d'une façon qui allait inverser définitivement le rapport de force. Nicolas tentait encore d'absorber la portée de la question de Lucas lorsque celui-ci sortit de son sac un dernier objet. Un petit dictaphone numérique qui provoqua une suée froide chez le milliardaire. Avant que vous ne répondiez, dit Lucas avec calme, je dois vous faire écouter quelque chose. Il pressa la touche lecture. La voix caractéristique de Nicolas emplit la pièce. Ces Français issus de l'immigration, c'est toujours la même histoire. Fainéants, sans culture, toujours à se plaindre. Voilà pourquoi je ne confie les postes à responsabilité qu'à des Français de souche. Sandrine étouffa un cri d'horreur.
Nicolas devint cireux. Où quand as-tu enregistré ça? Bégaya Théil. Dans l'ascenseur, la semaine passée, répondit Lucas, impassible. Vous discutiez de votre politique de recrutement avec votre vice-président. Vous ne m'avez pas vu. Le souvenir revint, précis et brutal. Il était avec Robert, se plaignant de la difficulté à promouvoir des employés issus de la diversité. Il se croyait à l'abri des oreilles indiscrètes. C'est illégal. Il est interdit d'enregistrer les gens à leur insu. Explosa Nicolas. En France, un tel enregistrement est recevable comme preuve dans un contexte de discrimination, répliqua Lucas posément. C'est parfaitement légal. Et vu qu'il atteste d'une discrimination raciale systémique, je suis convaincu que le défenseur des droits serait très intéressé. Nicolas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une telle bande sonore pouvait anéantir sa société, déclencher des poursuites judiciaires se chiffrant en millions, et détruire sa réputation à jamais. Que veux-tu? Murmura-t-il, vaincu. Lucas sourit. Ce n'était plus le sourire d'un enfant, mais celui d'un stratège qui a mené sa partie d'échecs à la perfection. Je vous offre un choix, dit Lucas en contournant le bureau. Soit vous persistez à croire que ma mère et moi sommes des êtres inférieurs, et cet enregistrement atterrira sur les bureaux de tous les grands journalistes et avocats de Paris. Nicolas déglutit péniblement. Soit vous prouvez que la leçon d'aujourd'hui a porté ses fruits. Je veux une promotion pour ma mère au poste de responsable des services généraux, avec un salaire de 80 000 € par an. Je veux la création d'un programme de bourse pour les jeunes des quartiers prioritaires. Et je veux que vous m'engagiez comme consultant linguistique junior. Tu n'as que 14 ans, objecta faiblement Nicolas. Et je parle 9 langues mieux que tous les adultes de votre entourage, rétorqua Lucas. Sans compter que je vous ai déjà démontré ma capacité à faire gagner des millions à votre entreprise. Nicolas posa son regard sur Sandrine. Elle ne disait rien, mais ses yeux pétillaient d'une fierté et d'une force qu'il ne lui avait jamais connue. Sandrine, dit Nicolas, la voix étranglée. Vous avez mis au monde un génie. J'ai élevé un homme, corrigea Sandrine avec fermeté. Un homme qui connaît sa valeur et qui refuse d'être traité comme un moins que rien. Lucas posa un contrat sur le bureau. Les termes sont déjà rédigés. Il vous reste 5 minutes pour vous décider avant que l'enregistrement ne soit rendu public. Nicolas prit le document, les mains moites. Il était impeccable, professionnel, et prévoyait des clauses protégeant Lucas et Sandrine de toute forme de représailles. Le garçon avait pensé à tout. Qu'est-ce qui me garantit que tu ne diffuseras pas la bande si je signe? Demanda Nicolas. La différence entre vous et moi, dit Lucas en le fixant droit dans les yeux, c'est que je crois aux secondes chances quand les gens montrent une réelle volonté de changer. Nicolas relut le contrat. Les conditions étaient équitables, presque modestes au regard de la plus-value que Lucas représentait. Mais signer revenait à admettre son échec moral total. Et si je refuse? Tenta Nicolas, sachant la réponse. Lucas sortit son smartphone. Cet enregistrement sera envoyé au Monde, à BFM TV et au bureau du procureur de la République dans précisément, il consulta sa montre. 3 minutes et 40 secondes. C'est du chantage, lâcha Nicolas. C'est une offre de justice, rectifia Lucas. Vous avez profité pendant des années d'un système injuste. Vous avez aujourd'hui l'occasion de contribuer à la solution. Nicolas tourna son regard vers la fenêtre, vers ce Paris qu'il avait conquis à force d'intelligence et de cruauté. Mais cet adolescent venait de le battre sur ses 2 terrains de prédilection. Sandrine, demanda doucement Nicolas. Acceptez-vous cette promotion? Sandrine regarda son fils, qui l'encouragea d'un signe de tête. J'accepte, monsieur. Nicolas empoigna un stylo en or et apposa sa signature sur le contrat. Lucas Martin, dit-il, tu viens de me donner la leçon la plus coûteuse et la plus précieuse de mon existence. Quelle leçon? Demanda Lucas. Que l'intelligence véritable n'est pas une question de naissance ou de fortune. C'est une question de ce que l'on fait des opportunités que l'on se crée soi-même. Lucas rangea son dictaphone et tendit la main à Nicolas. Bienvenue au XXIe siècle, monsieur Durand. Nicolas lui serra la main, conscient qu'il scellait bien plus qu'un contrat de travail. Il acceptait de changer radicalement sa vision du monde. C'est alors que Lucas fit une chose à laquelle personne ne s'attendait. Il sortit 2 autres enregistreurs de son sac.
Pour information, dit-il d'un ton neutre, l'intégralité de notre entretien d'aujourd'hui a été enregistrée, y compris votre signature de ce contrat en toute liberté. Nicolas partit d'un éclat de rire, le premier depuis des années. Pas un rire sarcastique, mais un rire d'admiration pure. Tu es d'une intelligence terrifiante, gamin. Non, sourit Lucas. Juste mieux préparé. Nicolas croyait avoir tout appris. Mais Lucas lui réservait une dernière surprise, qui allait révéler l'ampleur de sa stratégie, et un secret sur le passé de Nicolas lui-même, un secret qui allait redéfinir tout ce que le milliardaire croyait savoir de ses propres origines et du vrai sens du mot mérite. 6 mois plus tard, Nicolas Durand était à une table de travail dans la bibliothèque municipale d'une ville de banlieue, entouré de jeunes des quartiers participant au programme de bourse initié par Lucas. Lui qui, jadis, voyait ces lieux comme des symboles de l'échec, les considérait désormais comme des pépinières de talent. Monsieur Durand, l'interpella Chloé Dupont, 15 ans, c'est vrai que Lucas a eu son premier job à 14 ans en vous faisant chanter? Nicolas rit de bon cœur. C'est exact, et ce fut la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Lucas, qui avait maintenant 15 ans et le titre officiel de plus jeune consultant linguistique de France, observait la scène depuis une table voisine, où il relisait des contrats internationaux valant des millions. En 6 mois, ses interventions avaient rapporté 200 millions d'euros de contrats supplémentaires aux industries Durand. Racontez-nous tout, insista Chloé. Nicolas croisa le regard de Sandrine. Vêtue d'un tailleur chic, elle était devenue une responsable des services généraux respectée et efficace. Elle lui sourit, l'invitant à poursuivre. Il y a 6 mois, j'étais un homme riche, mais profondément malheureux, commença Nicolas. Je croyais que l'argent me plaçait au-dessus des autres. Lucas m'a appris que la vraie intelligence n'est pas liée à nos origines, mais à ce que l'on fait des chances que l'on se donne. Mais comment savait-il que ça allait marcher? Demanda Léo Bernard, 13 ans, qui apprenait le codage grâce au programme. Lucas leva les yeux de ses dossiers. J'ai enquêté sur Nicolas pendant des mois. J'ai appris qu'il avait grandi en tant qu'immigré sans le sou, venant d'une région défavorisée du Maghreb. Qu'il était arrivé en France à 16 ans, parlant à peine le français, et qu'il avait bâti son empire de ses propres mains. Nicolas acquiesça. Lucas m'a rappelé qui j'étais. Il m'a montré que j'étais devenu précisément le type d'homme qui m'avait méprisé à mon arrivée. Et aujourd'hui? Demanda Chloé. Aujourd'hui, notre entreprise est la plus diverse du pays, répondit Sandrine avec fierté. Nous recrutons sur la compétence, pas sur le nom de famille ou l'adresse. Nicolas se leva et s'approcha d'un panneau affichant les photos des 50 premiers lauréats du programme Jeune Talent Lucas Martin. Vous savez quelle est ma plus grande découverte? Laquelle? Demandèrent-ils en chœur. Quand on investit dans le talent, peu importe d'où il vient, non seulement les gens s'épanouissent, mais ils vous font grandir avec eux. Lucas ferma son ordinateur et rejoignit le groupe. Nicolas Durand avait toutes les cartes en main, mais il a failli passer à côté de la plus importante, celle d'être un homme bien. Et toi? Demanda Léo à Lucas. Tu n'as pas eu peur de te planter? Si, bien sûr, reconnut Lucas. Mais ma mère m'a enseigné que le pire échec, c'est d'accepter d'être traité pour moins que ce que l'on vaut. J'ai préféré tout risquer plutôt que de rester invisible. Nicolas regarda Lucas avec une admiration sincère. Le plus bluffant, ce n'est pas qu'il parle 9 langues ou qu'il ait audité ma boîte. C'est qu'il ait eu le cran d'affronter un homme de pouvoir, en sachant qu'il mettait en péril l'avenir de sa famille. Mais tu avais un plan, hein? Insista Chloé. Lucas sourit. Toujours avoir un plan. Et toujours avoir des preuves pour défendre sa position. Sandrine se leva. On y va, Lucas. On a rendez-vous avec des investisseurs japonais dans 1 heure. Nicolas se tourna vers les jeunes. Le plus beau dans l'histoire? Lucas gagne aujourd'hui plus que moi au même âge. Pas par héritage, pas par privilège. Juste par le mérite. En marchant vers la voiture de fonction, une Mercedes que Sandrine conduisait désormais en tant que cadre, Nicolas méditait sur le bouleversement de sa vie. Lucas, dit-il, je dois t'avouer quelque chose. Quoi donc? Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise. Tu as sauvé mon âme. Lucas s'arrêta. Comment ça? J'étais en train de devenir un monstre. Riche, puissant, mais vide de sens. Tu m'as rappelé que le vrai succès,
c'est d'utiliser son pouvoir pour aider les autres à s'élever, pas pour les écraser. Sandrine déposa un baiser sur le front de son fils. Je suis si fier de toi, mon fils. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour l'homme que tu es. Et moi, ajouta Nicolas, je suis honoré d'avoir appris de vous deux que la famille, ce n'est pas le sang. Ce sont ceux qui nous poussent à devenir meilleurs. L'après-midi même, lors de la réunion avec les investisseurs japonais, Lucas assura la traduction simultanée de négociations qui se conclurent par un contrat de 500 millions d'euros. Nicolas observait, se remémorant le jour où il avait raillé ce même garçon. À la sortie, un journaliste du Monde les attendait. Monsieur Durand, quel effet cela fait d'être le premier PDG milliardaire à prendre un adolescent de 15 ans comme conseiller? Nicolas sourit. J'ai l'impression d'enfin saisir l'essence du leadership. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent. Il s'agit de savoir reconnaître et faire grandir l'intelligence chez les autres. Et vous, Lucas, un conseil pour les jeunes? Lucas réfléchit. Ne laissez personne définir votre valeur sur des apparences. Vos origines ne dictent pas votre avenir. Et surtout, ayez toujours des preuves pour appuyer vos dires. Une dernière question, demanda le journaliste. Pensez-vous que votre histoire peut être une source d'inspiration? Sandrine prit la parole, notre histoire prouve que lorsqu'on allie le talent, l'opportunité, le courage et la préparation, absolument tout devient possible. Nicolas acquiesça. Lucas m'a enseigné que la vraie richesse n'est pas ce que l'on amasse, mais ce que l'on bâtit. Et que le meilleur investissement qui soit, c'est le potentiel humain. L'histoire de Lucas démontre que l'intelligence véritable n'a ni couleur, ni classe sociale, ni âge. Si ce parcours de courage et de justice vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui prouvent que le savoir est la seule arme que nul ne peut vous confisquer. Nicolas a voulu utiliser sa fortune pour humilier ceux qu'il jugeait inférieurs. Il a découvert en chemin qu'il avait totalement sous-estimé la puissance d'un esprit brillant et préparé. Il a appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent que l'on possède, mais dans les gens en qui l'on investit, et que parfois, la plus grande leçon d'une vie nous est donnée par la personne la plus inattendue.